Bonjour à tous. Eh bien, c'est la chaîne YouTube à propos d'astrologie, dont l'objectif est de présenter aux néophytes en astrologie les bases de l'interprétation d'un thème natal. Alors, dans la vidéo de départ, je vous explique pourquoi je fais de l'astrologie, qui je suis et comment j'ai été amené à pratiquer l'astrologie. Dans la deuxième vidéo, c'était la première partie du module 1, ça concernait les 4 éléments. Alors, je vous rappelle que les 4 éléments, ce sont le feu, la terre, l'air et l'eau. Et pourquoi ces 4 éléments? Eh bien, on suppose que, enfin, on constate que l'univers physique est toujours constitué de ces 4 éléments. Et en astrologie, c'est la même chose, ces 4 éléments permettent de définir les différents signes du zodiaque. Chaque signe du zodiaque fait partie d'une des familles basées sur les éléments. Alors, je vous mets un partage d'écran pour vous rappeler ça. Alors voilà, les signes de feu sont le bélier, le lion, le sagittaire. Les signes de terre sont le taureau, la vierge, le capricorne. Les signes d'air sont les gémeaux, la balance, le verseau. Les signes d'eau sont le cancer, le scorpion et les poissons. On avait vu ça dans la vidéo précédente. Alors, quelle est notre démarche? Notre démarche, c'est d'observer le comportement physique de chaque élément et d'en déduire les caractéristiques psychologiques des différents signes du zodiaque de chaque famille. Pour cela, comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, on imagine déposer dans une boîte cubique vide de 1 mètre cube chaque élément, on observe ce qui se passe au niveau de l'élément et on en déduit les caractères des signes de chaque élément. Pour observer le comportement des éléments dans la boîte, on utilise une petite grille d'analyse composée de 4 critères que je vous partage sur l'écran. Alors, on observe d'abord si l'élément occupe tout l'espace qui lui est proposé. On appelle ça l'expansibilité. Critère numéro 2, on examine si l'élément est pesant ou non. Ça s'appelle la densité. On essaye de le comprimer. Ça s'appelle la compressibilité. Et on observe si l'élément émet de la chaleur ou de la lumière. Ça s'appelle le rayonnement. On avait déjà fait ça pour l'élémentaire. On avait observé que la Terre, en l'occurrence, on avait pris du sable. La Terre est statique, elle occupe juste le volume qui lui est imparti dans la boîte. On avait vu que la Terre est pesante. On avait vu que la Terre n'est pas compressible. Et on avait vu que la Terre n'émet ni lumière ni chaleur. Et on en avait déduit les caractéristiques des personnes marquées par la Terre. Ce sont des personnes réservées qui aiment bien la stabilité, qui aiment bien les règles, qui aiment bien la sécurité, qui sont attachées à la matière. C'est ce qu'on en avait déduit. Et enfin, vous pouvez consulter la vidéo précédente pour plus de détails. Eh bien, aujourd'hui, on va faire la même chose pour l'élément eau.
on va commencer tout de suite. Prenons notre boîte et puis versons dans cette boîte de l'eau. Remplissons la boîte à moitié d'eau et observons ce qui se passe. Eh bien, on constate que comme pour la Terre, l'eau occupe tout l'espace qui lui est imparti. Mais il y a néanmoins une différence fondamentale. Mais pour bien l'observer, cette différence, eh bien, on va verser dans la boîte non pas la moitié, qui est une grosse quantité, mais une petite quantité d'eau. Et puis, on va mettre dans la boîte un objet, par exemple, je ne sais pas moi, un stylo, par exemple. Déposons un stylo dans la boîte et puis versons un petit peu d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'eau se déverse dans la boîte, mais contourne le stylo. Alors que si on avait fait la même chose avec la terre, avec du sable, le sable, un petit peu de sable, il se met dans un coin, il ne bouge pas, touche pas au stylo. Alors que l'eau va occuper tout l'espace, toute la surface de la boîte, mais va contourner le stylo et va l'envelopper, comme si l'eau faisait attention au stylo, alors que la terre n'y prête aucune attention. Ça, c'est une différence fondamentale. Critère numéro 2, la densité. Alors, faisons remarquer la chose suivante, c'est que là, on verse à nouveau, on remplit à nouveau la boîte à moitié, c'est-à-dire avec 500 kg d'eau. C'est quand même très pesant. Il ne ferait pas bon l'avoir sur le ventre, hein, ça nous ferait mal. Mais quand même, l'eau est un peu plus légère que la terre, que le sable. Pour s'en convaincre, il suffit de mettre du sable dans de l'eau, le sable coule, ce qui prouve qu'il est plus pesant que l'eau. Donc, l'eau est lourde, mais moins que la terre. Troisième critère, la compressibilité. Alors, je vous rappelle qu'on avait essayé de comprimer la terre, on n'y était pas arrivé. Eh bien, pour l'eau, c'est un petit peu différent. Donc, on va faire 2 essais pour comprimer l'eau. On va utiliser pour cela un piston. Plus précisément 2 pistons. Alors, notre premier piston, il va recouvrir la moitié de la surface de la boîte de fond carré. Alors, on met notre piston qui recouvre la moitié de la surface, et puis on essaye de comprimer l'eau. Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que l'eau va passer par-dessus le piston et l'eau se déplace. Et puis on arrive à toucher le fond, toute l'eau sera passée par-dessus le piston. Alors que si on avait fait la même chose avec du sable, quand on touche le sable, on ne peut plus aller plus loin, même avec notre demi-piston. Maintenant, réitérons l'expérience, mais cette fois-ci, on va prendre un piston qui occupe la totalité de la surface carrée de la boîte. Alors là, avec notre piston carré, eh bien, on va toucher l'eau, mais l'eau n'a plus d'espace par lequel s'échapper. Alors, ici, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on a beau appuyer, eh bien, l'eau ne se comprime pas. Comme la Terre, l'eau n'est pas compressible, sauf que si elle possède une issue de secours, entre guillemets, eh bien, elle va s'engouffrer dans cette issue de secours pour presque fuir cette pression extérieure. Enfin, critère numéro 4, le rayonnement. Alors, comme pour la Terre, nous constatons que l'eau ne brille pas, l'eau ne chauffe pas. En revanche,
il y a quand même une petite subtilité. C'est que même si l'eau ne brille pas, en revanche, si on a de la lumière, eh bien, elle reflète la lumière. Ça, c'est quelque chose que la Terre ne faisait pas. La Terre n'émet pas de lumière, mais elle ne reflète pas la lumière non plus. Sauf exception. Évidemment, on peut toujours trouver des exceptions. Du verre, par exemple. Mais bon, en général, si vous prenez de la terre, en l'occurrence du sable, la plupart la plupart d'autres types de terre, en général, la terre ne reflète pas la lumière, alors que l'eau reflète la lumière. Et puis, l'eau ne chauffe pas. Par contre, si on chauffe de l'eau, elle va se réchauffer extrêmement rapidement, ce qui n'est pas vrai pour la Terre. La Terre, on aura beau la chauffer, elle mettra beaucoup de temps pour devenir vraiment très chaude. Donc voilà une différence importante au niveau physique entre la Terre et l'eau. Nous constatons donc, au vu des 4 critères, que l'eau ressemble à la Terre avec quand même des nuances qu'on vient de voir. Mais ce qui nous intéresse, c'est les conséquences psychologiques pour une personne marquée par l'eau. Je vous rappelle qu'une personne marquée par l'eau, c'est comme une personne marquée par la terre, c'est-à-dire que à sa naissance, il y avait au moins 3 planètes qui se situaient dans des signes d'eau. C'est ça une personne marquée par l'eau, elle en subit les conséquences. Critère numéro 1, expansibilité. L'eau se répand, mais contourne les obstacles, enveloppe. Eh bien, prenons le même exemple que pour la Terre, une assemblée de personnes dans une salle qui discutent entre elles, qui plaisantent, qui se sentent bien. Une personne marquée par l'eau entre dans la salle et ne connaît personne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comme une personne marquée par la Terre, elle va se mettre dans un coin quand même assez en retrait. En revanche, alors que la personne marquée par la Terre euh, était, était méfiante, observait, mais ne cherchait pas à s'intéresser vraiment à ce qui se passait autour d'elle, eh bien la personne marquée par l'eau va observer attentivement tout ce qui se passe autour d'elle. Enfin, c'est pas vraiment qu'elle l'observe, c'est qu'elle capte les énergies. Elle va, si des gens ont du ressentiment entre eux, elle va le capter. Si des gens s'entendent bien, elle va le capter. Elle va subir, elle va être complètement en phase avec l'ambiance de la salle. C'est exactement comme l'eau qui enveloppe le stylo. Eh bien, la personne marquée par l'eau va envelopper les gens qui sont dans la salle et va ressentir tout ce qui se passe de manière très subtile. S'il y a une bonne ambiance, elle va se sentir bien. Si ça se passe pas très bien dans la salle, eh bien, elle va être gênée. Et si une personne vient à sa rencontre, elle va être contente, elle va être moins méfiante qu'une personne marquée par la terre. Elle va tout de suite manifester une certaine empathie. Elle va parfaitement comprendre la personne qui l'aborde, qui va se sentir tout de suite en confiance et aura envie de lui parler. C'est le côté réceptif des signes d'eau. Donc les signes d'eau font preuve d'empathie, font preuve d'accueil, savent écouter les autres et puis sont accueillantes. Critère numéro 2, la densité. Les personnes marquées par la Terre sont pesantes psychologiquement à cause de leur recherche de stabilité, de respect des règles, de respect des structures et de l'attachement qu'elles ont à la matérialité. C'est ça qui les rend pesantes psychologiquement. Eh bien, pour
l'eau, qui pèse assez lourd, mais moins que la Terre, ce sont aussi également des personnes pesantes psychologiquement, mais ce n'est pas l'attachement à la matérialité qui les rend pesantes. C'est leur univers intérieur qui est très riche, univers intérieur qui est constitué de toutes les sensations, émotions, intuitions, ressentis qu'elles captent autour d'elles. Cela les rend extrêmement riches à l'intérieur d'elles-mêmes et du coup, elles sont, elles sont, elles sont très denses psychologiquement. C'est des gens qui gagnent à être connus de par la richesse de leur monde intérieur. Critère numéro 3, la compressibilité. Alors, je vous rappelle que les personnes terres n'étaient pas compressibles psychologiquement, c'est-à-dire qu'on avait du mal à les faire changer d'avis. Pour l'eau, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si vous cherchez à faire changer d'avis une personne marquée par l'eau, eh bien, pour vous faire plaisir, elle va faire semblant d'adhérer à ce que vous lui dites. Elle va trouver ça super. Ah, d'accord, je comprends ce que tu me dis. Je comprends ton point de vue. Ok, c'est quand même très intéressant, et, etc., etc. Et en la quittant, vous aurez l'impression qu'elle est du même avis que vous. Or, vous vous rendrez compte, après coup, qu'elle n'a pas changé d'un iota. Elle est toujours du même avis. Mais elle a fusionné avec vous et vous avez eu l'impression qu'elle était du même avis que vous, mais ce n'était pas le cas. Exactement comme l'eau qui a trouvé une porte de sortie quand on l'a comprimée, mais qui, au fond, n'est pas compressible. C'est-à-dire que vu la richesse intérieure des personnes marquées par l'eau, euh, elles tiennent, euh, elles tiennent à leur monde intérieur, à toutes les valeurs qu'elles ont en elles, et on ne les fait pas changer facilement, hein. L'intérieur de leur monde est difficilement modifiable. Critère numéro 4, rayonnement. Comme les signes de terre, les signes d'eau ne se font pas beaucoup remarquer, sont en retrait parce qu'elles se sentent vulnérables, fragiles, même si c'est pas vrai. Elles se sentent fragiles, mais ne le sont pas vraiment. Mais de la même façon que pour les signes de terre, elles sont en retrait, elles sont timides, elles ont un petit peu peur de se mettre en avant. En revanche, constatation physique, l'eau reflète la lumière. Que veut dire ceci? Ceci veut dire que si une personne brillante rencontre une personne marquée par l'eau, eh bien cette personne marquée par l'eau, par empathie, par osmose, va refléter la lumière de la personne brillante qui va se sentir encore plus briller. Elle va se sentir mise en valeur et va beaucoup apprécier cette écoute. La personne marquée par l'eau va lui permettre de se mettre en valeur. Nous avons vu également qu'il est facile de faire chauffer de l'eau. L'eau se fait très facilement, accueille très facilement la chaleur. Si vous rencontrez une personne eau et vous la mettez à l'aise, très vite, elle va prendre confiance et se sentir bien avec vous beaucoup plus rapidement qu'une personne marquée par la terre. Il suffit que vous fassiez preuve vis-à-vis d'elle de bienveillance, elle va le sentir et se détendre très vite.
Voilà, nous avons fait le tour des caractéristiques psychologiques des personnes marquées par l'eau. Je vous fais un petit partage d'écran de synthèse. Caractéristiques des signes d'eau. Les signes d'eau sont des personnes réceptives, enveloppantes, à l'écoute. Elles ont tendance à fusionner avec l'autre. Les signes d'eau ont une sensibilité à fleur de peau qui leur permet d'avoir un monde intérieur riche. Elles sont ouvertes sur le monde invisible, ont une intuition développée. Les signes d'eau ont l'air fragiles et semblent se laisser convaincre facilement alors qu'il n'en est rien. Les signes d'eau sont réservés, voire timides, de par leur vulnérabilité apparente. Voilà ce qu'il faut retenir des personnes marquées par l'eau. Alors pour finir, comme pour la vidéo précédente avec le signe de terre, nous allons faire une illustration avec un chanteur marqué par l'eau. J'ai choisi Serge Gainsbourg qui a dans son thème 3 planètes en signe d'eau, même si son soleil est en bélier, et néanmoins 3 planètes en signe d'eau, et il est de plus ascendant poisson, ce qui en rajoute une couche. Il est indéniablement marqué par l'eau. Alors, quelle chanson est-ce que j'ai choisie? La première s'intitule Initial BB. Alors, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à l'écouter sur YouTube. Initial BB, c'est une chanson que Gainsbourg a écrite pour parler de Brigitte Bardot. À l'époque, il avait une liaison avec elle et donc c'était pour lui un genre de muse. Et cette chanson, il l'a écrite pour raconter sa vision de Brigitte Bardot. Mais je ne vais pas vous en chanter un morceau parce que c'est une chanson tellement spéciale qu'on ne peut pas vraiment la chanter. Si vous l'écoutez, vous allez découvrir un univers assez onirique. Il décrit une vision, un genre de rêve qu'il a euh, en, pour lui évoquer Brigitte Bardot. C'est très très particulier, c'est un peu psychédélique, on dirait une vision de rêve. Euh, il faut l'écouter pour s'en rendre compte. Hein. On est dans une ambiance très spéciale qui reflète un univers intérieur extrêmement particulier, stylisé, esthétique. C'est un univers travaillé, l'univers intérieur caractéristique vraiment d'un signe d'eau, hein, très, très fouillé. Écoutez-la et vous vous rendrez compte. En tout cas, c'est très révélateur de l'élément eau. Deuxième chanson, Comic Strip. Là, je peux vous en chanter un petit peu. Viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des... Alors, la particularité de cette chanson, c'est qu'il y a énormément d'onomatopées. Des splatch, des splitch, des blondes, des chebags, des blue whiz, très amusant, très... Alors, ça fait penser à un enfant qui expérimente les bruits que peut faire sa bouche. Dans le titre, comic strip, comics et BD, c'est aussi référence à l'enfance. Il faut noter l'affinité des signes d'eau avec le monde de l'enfance, qui est le monde de l'imagination, de l'intuition. Et dans cette chanson, on est là-dedans. C'est pas le même univers que dans la chanson précédente, mais ici, c'est très particulier ici. Un univers enfantin, adolescent, avec des blings, des blondes, etc.
très très stylisé aussi, hein, encore la description d'un univers intérieur qui est lié au signe d'eau. On se laisse aller à ses sensations, son ressenti, ses émotions, c'est encore de l'eau. Alors, troisième chanson, Le Poinçonneur des Lilas. Vous la connaissez certainement, cette chanson, elle est très célèbre. Alors, elle raconte quoi? Eh bien, il faut savoir, à l'époque, ça fait quand même longtemps qu'il n'y avait pas toutes ces machines électroniques dans le métro dans lesquelles on met son ticket pour le valider. À la place, vous aviez des cabines avec des gens munis d'une perforeuse à qui vous donniez votre ticket, qui perçait un trou dans le ticket qui, de par là même, était validé. Vraiment une autre époque. Alors, dans cette chanson, Gainsbourg nous parle d'un poinçonneur du métro des Lilas qui en a assez de son métier parce que je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, encore des petits trous. Il y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Alors, vous voyez, c'est ça le thème de la chanson, le poinçonneur qui devient fou de par son quotidien trop répétitif, trop aliénant, et là, il explose de tous les côtés. Mais il explose émotionnellement, psychiquement. On parle encore de l'émotionnel, c'est encore l'élément haut qui est au premier plan. Voilà, on a fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît et à m'envoyer des messages auxquels je répondrai. Dans la prochaine vidéo, on parlera cette fois-ci des signes d'air. Bien, bye bye, à bientôt.